On passe maintenant à l'invité. Nous allons évoquer ce soir la question de la solidarité en ces périodes de pandémie et parler plus généralement de cette solidarité. Pour l'évoquer, je reçois le docteur Kofi Kouchou. Bonsoir, docteur Kouchou. Bonsoir, Samuel. Merci à vous d'accepter notre invitation. Vous êtes sociologue. Alors, je le disais, la question de la solidarité, c'est ce qui doit être de mise en cette période que vit le monde. Mais hors cette période, la solidarité a été pendant longtemps une marque identitaire des sociétés africaines. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui? Oui, merci, cher journaliste, pour le travail d'arrache-pied que vous faites pendant cette période de crise sanitaire. Et la solidarité, telle que vous le dites, à l'échelle africaine, doit être revisitée aujourd'hui. Je crois que l'Afrique est un continent un peu particulier à plusieurs égards. Et donc, revisiter la solidarité africaine aujourd'hui revient à interroger le temps. C'est-à-dire que l'Afrique, vous savez, a connu la colonisation et l'impérialisme. L'Afrique a connu l'esclavage. L'Afrique a connu la démocratie. L'Afrique a connu le pluralisme, etc. Donc, à chaque phase, cette solidarité s'explique autrement avec des paradigmes. Et parler de la solidarité en Afrique avant, c'est justement une solidarité de type communautaire. C'est-à-dire le fait de considérer que le bien communautaire m'appartient et j'appartiens à une communauté. Mais si vous partez de ce paradigme aujourd'hui, je ne suis pas très sûr que vous puissiez expliquer la solidarité africaine. Elle est là, elle demeure, elle existe, seulement que il faut la reconsidérer, il faut la recadrer, la réinterpréter. Elle n'est plus de type communautaire, elle est devenue une solidarité de type local. Qu'est-ce qui a amené à ce changement-là dans le temps de type communautaire? On est arrivé à la solidarité de type local. Oui, c'est comme je l'évoquais, c'est l'histoire du continent, dans la mesure où c'est un continent qui a connu des contextes qu'il faut considérer aujourd'hui, des contextes sociaux, des contextes politiques, des contextes culturels, religieux, des contextes économiques aussi. Donc, à chaque contexte et à un moment donné, il faut faire une lecture de la solidarité. Vous voyez, donc, à l'époque quand on ne vivait pas encore la démocratie, donc, il n'y avait pas cette lutte effrénée de nord, sud, etc. Donc, on se sentait tous citoyens d'un même village, par exemple le Togo. Mais la démocratie a révélé une autre phase de l'autre. Si bien qu'on peut déplacer la solidarité, mais avec les contextes religieux aussi qui nous invitent chaque fois à la solidarité. La solidarité est recadrée autrement, mais la solidarité aussi, ça se lit sur un autre plan économique. On ne peut donner que ce qu'on a, on ne peut s'ouvrir que quand on a la possibilité de s'ouvrir, etc. Mais toujours est-il que cette solidarité locale se mesure aujourd'hui au niveau beaucoup plus familial. Je vous donne un exemple typique. Vous savez, aujourd'hui, toutes les familles se battent pour vendre les terrains, pour mettre en stable l'économie et envoyer un enfant en Europe, même si, alors nous parlons, on ne sait pas ce que ça va donner après. Mais jusqu'à hier, c'était un peu ça. Donc c'est une solidarité locale qui voudrait investir en un individu qui va être le porte-flambeau de la famille plus tard. Et donc je crois que si l'individu là, qui toute la famille a porté, arrive à réussir, en retour, il devient une caisse de sécurité sociale pour toute la famille. On en voudra pour preuve, je crois qu'il y a la littérature scientifique sur ça, notamment les travaux de Yao Asogba, le Togolais, il vit au Canada, qui, dans une étude sur le développement local, a montré combien de fois la diaspora, en Europe, en Occident, au Canada et aux États-Unis, envoie donc des fonds de façon locale à des familles ici pour continuer le développement. Je crois qu'au niveau du ministère des Affaires étrangères au Togo aussi, il y a des statistiques qui existent.
pour démontrer que cette solidarité de façon locale continue d'exister. Alors finalement, cette solidarité locale, est-ce qu'on peut toujours continuer d'en parler comme d'une solidarité de type africain? Bien sûr, bien sûr. C'est typiquement africain où vous allez voir toute une famille s'investir pour la réussite d'un individu. Je crois que cette tradition a existé en pays vaud, entre-temps, où toute la famille se met d'accord pour pousser un garçon qui, à son tour, doit secourir la famille. C'est typiquement africain. Ouais. C'est typiquement africain. Et vous-même, là où vous êtes, il me semble que vous devez avoir des petits frères, des cousins, des sœurs à aider au village ou dans votre alentour. C'est typiquement africain. On se sent solidaire avec les autres. Quand vous ne le faites pas, votre conscience vous interpelle. Parce que certains le font, même dans certaines familles, on peut directement vous rappeler que tel vous avez aidé, tel vous avez aidé, donc c'est votre tour de le faire à vos petits frères, à vos cousins, etc. Ça s'impose, ça se réclame même parfois. Finalement, donc, aider l'autre, est-ce que c'est simplement un devoir ou une sorte d'obligation qu'on a? Aider l'autre est un devoir. C'est un devoir moral parce que nous vivons dans des communautés d'intérêt. Et lorsque nous sommes dans des communautés d'intérêt, ça suppose que, et surtout lorsqu'on prend, j'ai parlé du contexte historique qui a évolué. Aujourd'hui, nous vivons dans des sociétés à relations beaucoup plus complexes. Si bien que, quel que soit votre rang social, quelle que soit votre position sociale, vous aurez toujours besoin de quelqu'un. Parce que vous êtes dans des identités multiples. Vous vivez des contextes multiples où vous aurez toujours besoin de quelqu'un. Donc, être solidaire devient un devoir. Au niveau individuel, c'est un devoir moral. Mais lorsqu'on rentre dans la sphère de l'État, c'est un devoir politique que l'État vienne en aide aux populations vulnérables, que l'État vienne en aide parce que toute société est faite d'inégalités sociales. Les États en sont conscients. Et donc, il y a des politiques publiques pour restaurer un peu l'égalité. Même si il sera difficile d'atteindre l'égalité, il y a des efforts qui se font à travers des politiques publiques, des politiques sociales pour venir en aide aux personnes démunies, aux personnes un peu vulnérables. Donc c'est un devoir. La solidarité, c'est pas une faveur. C'est pas une faveur. C'est pas une faveur. Ça se mérite et on doit forcément faire la solidarité. Parce que quelle que soit votre position, vous-même, vous bénéficiez de la solidarité de la nature. Et donc, si vous avez bénéficié de la solidarité de la nature, c'est de votre devoir que d'être solidaire aussi avec les autres. Est-ce qu'elle est forcément la solidarité doit être verticale, c'est-à-dire des plus nantis vers les plus démunis, ou elle peut se faire aussi de façon horizontale? Je mets les gens du même niveau qui sont solidaires entre eux. C'est l'impression qu'on a de voir la solidarité se développer dans une seule strate, mais ce n'est pas toujours évident. Vous savez, lorsque vous rentrez dans les villages, vous verrez que très souvent, les moins nantis sont solidaires, non seulement entre eux, mais aussi solidaires envers les nantis. Il est vrai qu'en le faisant, il sollicite la faveur du nanti, c'est-à-dire c'est une sorte de garantie sociale. Si je suis en bon terme avec quelqu'un qui est nanti, lorsque j'aurai des difficultés sociales, j'aurai des difficultés économiques, il pourra intervenir. Si bien qu'un moins nanti dans un village peut cesser ses activités et se mettre au service d'un nanti qui revient d'un voyage, qui revient donc de la ville pour passer un temps, ou de ce riche-là qui a une activité à faire au village. Les moins nantis se mettent facilement au service de ce nanti et intérieurement et directement, il n'attend rien de ce nanti-là. Mais il y a des circonstances particulières où la solidarité est perçue
comme étant quelque chose qui doit venir des nantis. Et par exemple, lorsqu'on évoque la solidarité de l'État, l'État étant toujours perçu comme la superstructure, oui. Cette solidarité donc doit venir qui vient de l'État peut être caractérisée de la solidarité d'un nanti ou des nantis. Mais il n'en demeure que la solidarité, ça va dans tous les sens. Parce que la solidarité, c'est une complémentarité. C'est une complémentarité. Et c'est cette complémentarité-là qui a caractérisé les peuples africains. Quel que soit le soubresaut historique qu'on a eu, on se retrouve toujours dans nos sources africaines pour redéfinir le cadre de la solidarité et évoluer dans cette solidarité-là. En cette période de pandémie, comment peut s'exprimer la solidarité? Comment est-ce que ça peut s'exprimer? C'est comme on est en train de la vivre aujourd'hui. Moi, j'ai aimé cette façon spontanée depuis, disons, presque le 1er mars, même si chez nous, c'est vers le 20 mars qu'on a commencé à sentir la maladie. Mais il y a eu cette spontanéité de la solidarité, ne serait qu'en termes d'information, ne serait qu'en termes d'alerte et des décisions par ici, par là. Et chacun a décroché son téléphone pour appeler un proche au village, pour appeler un proche quelque part dans la ville pour dire mais tiens, il y a telle maladie, il faut prendre ça au sérieux parce que on a envie de se retrouver tous encore ensemble après cette maladie. Donc, en cette période de crise, la solidarité peut s'exprimer de plusieurs manières. Il y a des manières visibles que nous voyons déjà avec les médecins qui sont au front, au passage que nous félicitons. Parce que c'est la première forme de solidarité. C'est un risque. C'est vrai que la médecine, c'est un métier de risque. Maintenant qu'on est face à une maladie très, très contagieuse, et ils acceptent d'aller, donc c'est une manière d'être solidaire et que nous encourageons, que nous félicitons. Alors, sur le terrain, les hommes de médias, vous aussi, vous êtes très solidaires en portant l'information à moindre coût. Parce que j'ai vu presque toutes les chaînes ont changé leur programme, sensibilisation, coronavirus, etc. C'est déjà bon. Ça donne des fruits. Même si on ne peut pas encore dans l'immédiat évaluer ces fruits, ces potentiels. Mais la solidarité qui est plus visible, c'est la solidarité économique. Donc les gens attendent qu'on mette la main dans la poche, etc. Je crois qu'au niveau de l'État, quelque chose se fait aussi à travers le programme que vous connaissez bien, le programme Novici. Même s'il y a quelques difficultés, c'est déjà quelque chose qui a commencé, comme nous avons interpellé l'État au niveau de la solidarité étatique. Et donc l'État joue son rôle. Même l'approvisionnement médical. Vous savez, on a vu un avion l'autre fois, Ethiopian Airlines, et je crois que le professeur Iou a témoigné aussi qu'au début, ce n'était pas ça. Mais maintenant, ça va un peu en ce qui concerne le matériel de travail. Donc, du niveau de l'État aussi, il y a une prise de conscience de cette solidarité. La solidarité économique signifie aussi que les familles prennent soin de leurs enfants, de leurs personnes âgées en cette période de crise, que ce soit au Togo ou ailleurs dans le monde. On est en train de constater ça. C'est un événement, une maladie, une crise qui nous a surpris tous, mais je crois que chacun fait déjà des efforts pour pouvoir apporter sa pierre, pour donc booster cette maladie partout dans le monde. On a vu dans un certain nombre de pays, je veux prendre par exemple le cas du Sénégal, où des hommes riches ont spontanément annoncé des dons. Leur célèbre joueur de football Sadio Mané, qui a fait un don de 45 000 €, qui a fait beaucoup de choses. Mais au Togo, on n'a pas véritablement semblé voir ça. Il y a j'allais dire, il y a quelque chose qui ne va pas avec la solidarité à la togolaise. Oui,
On ne peut pas le dire ainsi directement, que quelque chose ne va pas avec la solidarité togolaise. Chaque peuple a sa manière de rendre visible sa solidarité. Moi, je suis persuadé qu'il y a des choses qui se font et que nous ne voyons pas. J'ai vu sur les réseaux sociaux une liste des banques qui aussi, au Togo bien sûr, qui ont fait quelque chose. Ce n'est pas grand, comme ce que les joueurs sénégalais ont fait, mais il ne faut pas sous-estimer aussi la solidarité chez nous au Togo. Et puis le Togolais, vous savez, il n'est pas trop bavard. Il n'est pas trop bavard. Je n'ai pas d'informations sûres, mais je sais que le ministère de l'économie ou le service qui gère la crise, le comité a ouvert un compte. Oui. Ça dit que vous voulez directement voir des solidarités financières. Donc, on verra jusqu'à la fin ce que ça va donner. Je sais que du côté de l'université de Lomé aussi, sur le plan financier, quelque chose est en train d'être fait. Donc, le Togo est un petit pays avec... on a quand même des milliardaires. On les attend. Ça, on l'avoue. On les attend. Je crois que le Nigeria vient de l'annoncer aujourd'hui, qui ne compte pas sur l'aide internationale, qui compte sur ses milliardaires. Le Togo aussi peut compter sur ses milliardaires. Donc, ils vont mettre la main, je suis sûr, à la pâte bientôt, autour du comité qui gère cette crise pour que quelque chose soit fait, surtout en direction des populations vulnérables. Parce que presque les activités ont cessé. Le chef de l'État a défini un plan. Je crois qu'il faut aller vers ce plan, appuyer le plan. Chacun doit porter sa contribution, quelle que soit sa valeur, pour qu'on sorte tranquillement de cette crise. Est-ce qu'il est important d'ébruiter sa solidarité? Bon, tout dépend de l'objectif qu'on vise. En fait, c'est ce que je disais d'une autre manière. Aujourd'hui, nous avons des cultures religieuses. Vous savez, la Bible dit quand la main droite donne, il ne faut pas que la main gauche. Le Togo, c'est un pays très culturel, très religieux. Et donc, moi, je suis sûr que les gens font des gestes, mais sous anonymat. Ils le font comme ça. Mais ça dépend de l'objectif qu'on poursuit. Mais la transparence voudra quand même, et la reconnaissance sociale voudra quand même que ces personnes qui font des gestes puissent autoriser qu'on les publie. C'est une manière d'encourager les autres à emboîter leurs pas. Il ne faut pas qu'on les laisse dans l'anonymat, même si c'est ce qu'ils exigent eux-mêmes. Ça donnera le courage à d'autres de les suivre. Et puis après, si ces gestes ont fait du bruit autour, il faut en retour que l'État, qui a créé une commission pour gérer tout ça, puisse arriver à faire un compte, des comptes d'étape. Pas forcément qu'il faut attendre la fin de la pandémie. Ça va beaucoup plus encourager les gens à mettre facilement la main dans la poche et à appuyer la commission qui est en cours. Vous touchez là un point important. C'est peut-être des choses qui peuvent, j'allais dire, un peu porter en torse à la solidarité quand des gens, par exemple, dans le passé, ont été solidaires de leurs équipes de football et qu'après, ils ont vu que la gestion n'a pas été si transparente que ça. Après, en période de pandémie comme celle-ci, ces gens peuvent être de moins en moins disposés à être solidaires. Tout à fait, tout à fait. C'est pourquoi nous disons aujourd'hui que la transparence est de règle, elle est de mise. Et un État aujourd'hui qui se fait trop l'éloge aussi n'en est plus un. Normalement, c'est une gestion communautaire des nations. C'est-à-dire qu'il faut essayer d'éviter la personnalisation du bien public. C'est vrai que c'est un patron, c'est un léviathan qui organise tout, qui ordonne tout, mais il faut aussi faire de sorte que la population se sente dans la gestion collective de cette pandémie, parce que c'est une affaire de toute la population. Le chef de l'État est devant, mais il faut qu'il montre aussi que autour de lui, il y a d'autres personnes qui apportent leur contribution et qu'on fasse
un point à toute la communauté. C'est-à-dire aujourd'hui, tout développement doit être communiqué. Hein. Oui. Tout développement doit être communiqué étape par étape pour réajuster, pour que les gens aisément puissent accepter, apporter leur contribution, etc. Et donc, si vous dites qu'il y a cette gestion opaque par le passé, ça peut effectivement décourager les gens. Mais je crois que le cas que vous avez cité, après, il y avait eu des comptes rendus, même si ça a tardé. La fédération s'est prononcée après. Mais cette fois-ci, les leçons corrigent. Nous n'allons plus, je compte sur le gouvernement, on ne va plus rester dans cette opacité. Je crois que les comptes seront clairs parce qu'ils ont ouvert des comptes. Tout ce qu'ils ont pu gagner, ils vont communiquer comment ils ont dépensé. C'est sûr qu'ils vont faire les comptes à la communauté togolaise et étrangère. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on gagne en étant solidaire? Beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Lorsque on est solidaire, d'abord, il y a cette confiance en soi qu'on appartient à une communauté. Il y a cette joie qu'on a d'appartenir à la communauté. Vous imaginez si c'est par vous que cette crise de Covid-19 a été boostée hors du Togo, mais c'est une joie éternelle. C'est une joie éternelle. Vous savez, il y a la solidarité par le passé s'est manifestée autour des personnalités dans ce pays. Et c'était de la joie. Par exemple, tout le monde supportait Adebayor lorsqu'il jouait. C'est une forme de solidarité. Et tout le monde était fier des Nana Benz, c'est une forme de solidarité, etc. Et donc, c'est des trucs qui portent la marque de tout un pays. Donc, on gagne beaucoup de choses en étant solidaire. En étant solidaire. Et donc, si nous sommes un peuple assez religieux, mais la solidarité et l'amour sont les premières choses enseignées dans les églises. Donc c'est le moment ou à jamais de montrer à toutes les églises portant en elles la solidarité, donc de montrer à notre foi que nous sommes solidaires et que nous ne lâchons pas. Et que nous sommes conscients de ce que nous faisons, nous sommes donc très certains de ce que nous faisons. La solidarité est une bonne marque de tout individu, parce que lorsque nous ne nous fondrons pas dans des sociétés urbaines comme Lomé, quand vous allez dans les villages, vous savez, tous ceux qui sont solidaires, tous ceux qui aident, leur nom est gardé à jamais dans ces villages-là. Moi, j'en connais assez d'exemples. Donc, c'est une crise mondiale. Chacun cherche à s'en sortir. Il faut donc vraiment que chacun fasse l'effort d'apporter sa contribution. Et le prix est là. Le prix est là. Et c'est dans ces circonstances que nous disons, si les choses sont bien gérées, on sait qui a fait quoi. Mais après Covid, il faut construire l'État togolais. Donc on sait à peu près ceux sur qui on peut compter. Donc ceux qu'on peut promouvoir, parce que ceux-là, en faisant leur promotion, c'est que indirectement on fait la promotion de la société togolaise. Parce qu'on sait que lorsqu'on va leur faire appel, ils ne vont pas nous lâcher. Voilà. Docteur Kofi Kouchou, merci d'être passé répondre à nos questions. Merci à vous et bon courage pendant cette période. Merci beaucoup. Que Dieu soit avec nous. Amen. Vous êtes sociologue. On va marquer la pause et juste après, on passera à regard croisé.